pour certaines synergies ou certains projets d'innovation ou tout simplement plus classiques. Pour les questions, peut-être ce que je vous propose, sachant que moi, je ne vais pas pouvoir, a priori, je ne vais pas les voir, je ne vais pas voir quand vous levez vos petites mains ou tout ça. Donc, soit Pauline, je te laisserai m'interrompre pendant que je fais mon monologue face à mon support de présentation. Voilà, ça ne me dérange pas s'il y a des questions au fil de l'eau. Après, ce qu'on se disait avec Pauline, le mieux, c'est peut-être, si vous voulez aborder plus spécifiquement des idées que vous avez ou des projets qui sont en cours pour qu'on discute plus d'exemples concrets qui sont les vôtres. Ça, en revanche, peut-être on va prévoir un temps à la fin, à l'issue de l'exposé, pour que tout le monde puisse bénéficier de la présentation de manière globale. Et puis ensuite, on pourra évoquer vos différentes synergies ou vos différents projets plus spécifiquement. Je ne sais pas si c'est bon pour toi, Pauline. Oui, du coup, vous posez vos questions comme vous voulez. Celles qui sont vraiment sur une incompréhension de ce que vient de dire Elisabeth, je la relayerai tout de suite. Et sinon, si c'est vraiment une question un peu plus globale, on le fera à la fin, je propose. Ok, parfait. Alors, je vais vous mettre en ligne le support auquel vous aurez accès de toute façon, a priori, à l'issue. Hein, Pauline, c'est ça, donc pas la peine de prendre des notes, vous l'aurez. Oui. Voilà, donc comme disait Pauline, le sujet c'est lever le frein du statut de déchet. Donc pour ça, il y a deux sujets. Premièrement, d'abord vous expliquer, alors encore une fois, j'espère qu'on va pas trop enfoncer de porte ouverte. Je sais pas s'il y a déjà des spécialistes, auquel cas ils vont pas forcément apprendre beaucoup de choses, mais vous réexpliquer qu'est-ce que le statut de déchet, qu'est-ce que ça implique, pourquoi potentiellement c'est un frein et c'est générateur de risques. Et puis dans un deuxième temps, se focaliser sur les solutions. Donc, les solutions pour éviter le statut de déchet ou alors pour en sortir. Donc, pour vous permettre, vous, de vous positionner par rapport aux projets ou aux synergies que vous envisagez ou qui sont en cours. Le premier point, donc, c'est ce que je vous disais, vous rappelez qu'est-ce que c'est que le statut de déchet, quelles sont les obligations qui sont liées aux objets ou aux matières qui ont ce statut, et puis surtout bien vous expliquer quelle est votre responsabilité quand justement vous envisagez de céder des matières ou des objets qui ont un statut de déchet et les risques que ça peut impliquer qui, vous verrez, sont assez nombreux, en tout cas d'un point de vue strictement réglementaire, assez abstrait. Ce qu'il faut avoir en tête pour ceux qui se sont déjà un petit peu spécialistes sur ces sujets, vous êtes sûrement au courant que la réglementation actuelle, le problème c'est que ça reste l'héritage d'une économie linéaire. Et boucler la boucle, ça implique toujours aujourd'hui de l'ingénierie juridique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous mettre à faire de l'économie circulaire, juridiquement, vous allez devoir forcément vous poser des nouvelles questions, adapter les contrats que vous utilisez, potentiellement sélectionner vos fournisseurs ou vos interlocuteurs en fonction. Donc, il va y avoir forcément un peu d'ingénierie juridique à déployer en amont du process. Après, je vous rassure, une fois que c'est bien cadré et que les risques ont été identifiés, qu'ils ont été limités, notamment avec les documents contractuels ou en faisant le nécessaire auprès de l'administration, vous êtes bon, c'est parti. Et puis après, ça pose plus de soucis et ça roule tout seul. Mais donc, comment ça se passe la réglementation? Vous avez en fait, dans la façon dont ça a été conçu initialement, vraiment un schéma extrêmement linéaire avec les activités extractives où on va soit fabriquer des substances, soit extraire des ressources naturelles. On va fabriquer des produits. Ces produits-là, ils répondent à certains corps de règles. Donc, notamment, vous devez connaître les règlements REACH ou CLP. Et puis, d'autres règlements qui sont relatifs à certains types de produits qui vont notamment impliquer des marquages CE ou qui vont impliquer certains types de compositions. Donc, vous avez toute cette vie, en fait, de votre produit, qui est cette vie classique, voilà, que vous connaissez, avec des responsabilités de vendeur, de fabricant, de metteurs sur le marché. Et normalement, en fait, dans le sens, normalement, traditionnellement, la réglementation se disait, bon, une fois que on n'en a plus besoin, et ben en fait, il rentre dans un autre corps de réglementation qui est le corps déchets. Et là, en fait, l'objectif, ça va être de protéger non pas l'environnement et la santé dans le cadre d'une utilisation, mais de vérifier en fait que la manière dont ils vont être gérés, ces déchets, vont justement pas porter atteinte à l'environnement ou à la santé des populations. Et donc là, l'idée de cette réglementation, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse tracer
ces matières-là pour vérifier, en gros, qu'il n'y a pas de maillon faible dans la chaîne, quoi. Que tout le monde s'est bien acquitté du bon traitement au bon moment, l'a remis à la bonne personne. Et comme ça, si jamais on retrouve un endroit où il ne devait pas être ou que ça cause des dommages parce que ça n'a pas été géré comme ça devait être géré, soit une décharge sauvage, mais soit c'est utilisé en remblai là où ça aurait pas dû, où ça présentait des risques, et ben finalement, comme ça, on va pouvoir aller rechercher tous les producteurs et détenteurs successifs. Et l'un d'entre eux, on va le récupérer, celui qu'on pourra identifier, et puis on va le sanctionner, on va lui demander de réparer, et puis on va lui demander d'indemniser. Donc, l'idée, comme vous voyez, c'était pas de boucler la boucle. L'idée, le schéma initial, c'était de se dire les déchets, il faut qu'on les mette en lieu sûr dans des installations réglementées de stockage ou d'élimination, d'incinération. Et donc, l'enjeu qui se présente aujourd'hui depuis une quinzaine d'années et qui est aujourd'hui, bien sûr, au centre de toutes les préoccupations, c'est comment on fait pour complètement changer ce schéma, arrêter d'aller chercher de la matière première, donc qui peut présenter certaines garanties, mais qui surtout a un impact dévastateur. Et en fait, au lieu de gaspiller toute cette matière qu'on allait enterrer ou brûler, on va les récupérer et puis on va faire des boucles parfaites. Et donc, ça reste aujourd'hui, il y a pas mal de dispositifs qu'on va aborder aujourd'hui réglementaires pour favoriser les boucles, mais ça reste quelque chose qui n'était pas dans l'idée initiale, dans la genèse de ces deux corps de réglementation. Et Elisabeth, juste, est-ce que je peux te suggérer d'enlever ta vidéo, même si tu passes très bien à la lumière, parce que de temps en temps, ça bug. Ok, je vois pas que la vidéo est activée. Je coupe. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Parfait. Donc, le nœud du problème, j'ai envie de dire, dans cette réglementation, c'est la définition du déchet. Parce que si vous voulez, si c'était clair à partir de quand ou qu'est-ce qui est un déchet, quelque part, c'est là où ce serait à peu près vivable. Le problème, c'est que la définition réglementaire, elle est assez trompeuse. Et donc cette définition, je voulais noter parce que c'est quand même important d'avoir en tête. Pour le Code de l'environnement, est un déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur soit se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Le problème, c'est que, en fait, si vous voulez, cette notion de se défaire, elle pourrait faire référence à la notion d'abandon, mais c'est même pas le cas. Et donc, finalement, vous pouvez vous retrouver demain à céder des matières qui ont un statut de déchet. Et le Code de l'environnement vous dit bien, par exemple, c'est pas parce que vous faites un contrat de vente qu'il n'y a pas de statut de déchet. Donc, en fait, il y a peu de critères objectifs pour permettre de comprendre à partir de quand il y a un statut de déchet. Et c'est là, si vous voulez, que potentiellement, ça peut devenir assez compliqué. Sachant que donc, cette définition qui est extrêmement abstraite, qui nous vient du droit européen, qui a été transposée dans le Code de l'environnement, elle a été précisée du coup par le juge européen et qui nous dit bien, notamment, et ça c'est peut-être important parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas clair, qu'un déchet ne dépend pas des caractéristiques de la matière ou de l'objet. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir une matière ou un produit dangereux qui pour autant n'a pas le statut de déchet. Et à contrario, vous pouvez tout à fait avoir une matière qui est complètement inerte, qui présente aucun danger et qui a un statut de déchet. Donc voilà, l'appréciation du statut de déchet, faut le vérifier au regard de l'ensemble des circonstances finalement, et surtout aller regarder au niveau du producteur du déchet, donc la première personne qui va s'en défaire, dans quelles conditions, quel statut ça avait chez elle, et puis vers qui est-ce qu'elle l'oriente. Donc on va voir après surtout comment éviter et comment sortir du statut de déchet parce que ce sera plus clair comment sortir de ce problème parce que voilà, le nœud du problème en tout cas c'est que c'est difficile. Parfois il y a un doute quand on essaye d'identifier au moment où on a des matières ou des produits dont on souhaite se défaire, est-ce qu'on va se retrouver soumis ou pas à la réglementation déchets. Et donc, si on est dans le cadre de tout ce qui est, on a affaire à des déchets, on a plusieurs obligations et on a une responsabilité spécifique. La première obligation qui pèse sur n'importe quelle personne qui va produire des déchets, c'est de les gérer conformément d'abord au principe de proximité. Donc, il faut essayer de trouver des débouchés localement. Ça, c'est le premier volet. Et puis, surtout, c'est de respecter la hiérarchie des modes de traitement.
Donc, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Normalement, à chaque fois que vous allez avoir une matière ou un produit dont vous pourriez vous défaire, vous devez d'abord chercher à prévenir ce déchet, à l'éviter. On verra après à quoi ça correspond plus en détail. Si vous ne pouvez pas éviter la production de ce déchet, on peut essayer de réemployer directement la matière, donc pour un usage identique, ouais, non, on va pas aborder, il y a une autre hypothèse de la réutilisation, mais en fait, on va pas l'aborder, ça va complexifier. Donc, soit vous pouvez l'utiliser pour un usage identique. Si vous pouvez toujours pas le faire, c'est là que vous rentrez dans le volet gestion de déchets, où il va falloir vous tourner vers des prestataires de déchets. Et là, vous êtes censé privilégier tout ce qui est recyclage et valorisation matière. Donc, vous avez recyclage, mais vous avez par exemple aussi, c'est dès lors que vous allez utiliser les déchets à des fins utiles en substitution d'autres matières. Donc, par exemple, c'est vous utilisez des déblais de chantier pour faire du remblai autre part. Voilà, ça c'est de la valorisation matière aussi. Donc, valorisation matière. Et là, si vous ne pouvez pas, il vous reste la valorisation énergétique. Et puis, si vous ne pouvez toujours pas, il vous reste l'élimination de façon un peu stockage. Mais donc, cette double obligation de respecter cette hiérarchie des modes de traitement et de gérer conformément au principe de proximité, c'est prévu par le Code de l'environnement. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui est souvent un peu balayé, ou souvent on passe directement à la phase je cherche un recycleur. Voilà. On ne se focalise pas forcément sur les phases amont, et on verra, c'est pourtant les phases qui permettent d'avoir les synergies et les valorisations les plus intéressantes. Voilà, je vous ai reprécisé au Code de l'environnement, bien sûr, vous précise que l'ordre de priorité peut être modifié compte tenu notamment des conditions techniques et économiques. Et c'est aussi souvent pour ça qu'on va directement vers des solutions qui sont, où il y a des offres déjà qui sont très bien structurées et où on sait que voilà, les impacts sur l'environnement et la santé seront parfaitement maîtrisés. Donc, dans tous les cas, si justement on méconnaît cette hiérarchie des modes de traitement, il faut conserver les justificatifs. Et puis voilà, justifier en fait son choix de pas avoir respecté l'ordre prévu, prévention, réemploi, recyclage, valorisation matière et puis valorisation énergétique ou élimination. Donc ça, c'est pour la première obligation. Donc, et ensuite, et c'est là qu'il y a le vrai sujet, c'est que tous les producteurs et détenteurs de déchets, ce que je vous disais, sont responsables jusqu'à leur élimination ou leur valorisation finale. Et ça, même si vous les transférez aux fins de traitement à un tiers. Et c'est ça l'enjeu, si vous voulez, c'est-à-dire que votre responsabilité, elle va suivre la matière à partir du moment où il y a un statut de déchet, ou elle va suivre ce produit, peu importe, par exemple, que vous l'ayez cédé à un prestataire agréé de recyclage ou de gestion ou à un courtier. Peu importe, en fait. Le fait que vous l'ayez remis à une personne qui est autorisée à les prendre en charge, etc., ne vous dédouane pas. Donc, pourquoi on a créé cette espèce de responsabilité ad vitam aeternam? En fait, encore une fois, l'objectif, c'est de se dire, si vraiment il y a un problème avec le déchet, on va être capable d'aller le récupérer. Donc, en fait, il faut vraiment bien conscientiser cette responsabilité et se dire, c'est pour ça que le plus simple, c'est soit d'éviter que le produit ou la matière acquiert le statut de déchet, soit il faut impérativement réussir à en sortir. Parce que sinon, vous ne pouvez pas mettre en place des synergies ou des choses comme ça et vous dire que quelque part, peut-être que 10 ans après, on pourra venir vous rechercher si jamais il y a des préjudices liés à la mauvaise valorisation qui a été faite de ce produit ou de cette matière. L'autre obligation que vous avez, et celle-ci qui est beaucoup plus souvent connue et très bien respectée par les producteurs et les détenteurs de déchets, c'est l'obligation de les caractériser et notamment de déterminer s'ils sont dangereux. Donc ça, encore une fois, c'est dans l'esprit de protéger la santé humaine et l'environnement. C'est-à-dire que quand vous allez vous défaire d'une matière qui a vocation à être abandonnée ou à être éliminée, l'objectif pour garantir la traçabilité et puis s'assurer que que va pas y avoir d'effet d'impact trop négatif sur l'environnement et la santé, c'est de bien les caractériser, donc distinguer s'ils sont inertes ou s'ils sont non dangereux ou s'ils sont dangereux. Donc ça doit être fait et ça doit être nécessairement, cette obligation de caractérisation, elle n'est pas vis-à-vis de l'administration, elle est surtout vis-à-vis des différents détenteurs du déchet. Donc c'est une information que vous devez bien transmettre à vos co-contractants, notamment voilà, si vous cédez ces matières-là ou que vous les remettez, il faut bien caractériser et bien le fournir dans les contrats.
Une autre obligation, si vous êtes confronté justement à ces déchets, c'est que à partir du moment où ils sont sur un site, ils sont produits sur le site ou ils sont détenus sur un site, il faut tenir à jour un registre de suivi de ces déchets. Et bien sûr, ça, cette obligation, elle va permettre, encore une fois, de garantir qu'il n'y ait pas trop d'impact sur l'environnement et sur la santé humaine, parce que ça va permettre à chaque étape de suivre, si tout le monde tient son registre de déchets correctement, on est capable de savoir où est-ce qu'ils sont allés, comment ils ont été traités. Et l'objectif, c'est aussi, bien sûr, pour l'administration en cas de contrôle, notamment pour les sites ICPE, mais même de manière plus générale sur les sites artisanaux ou agricoles, de vérifier justement que les déchets sont gérés conformément au Code de l'environnement. Parce qu'encore une fois, si les déchets ne sont pas gérés conformément au Code de l'environnement, qu'ils sont justement déposés quelque part où ils n'auraient pas dû être déposés, ou remis à une personne qui n'était pas autorisée à les prendre en charge, etc., ça peut constituer un délit pénal. C'est quand même 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc voilà, les poursuites sont excessivement rares et sont souvent réservées à des cas où on est vraiment sur, par exemple, des artisans du BTP qui mettent en place des réseaux de décharges sauvages dans toute la région. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que voilà, ça reste des obligations qui ont vocation à protéger l'environnement et donc qui sont quand même pénalement souvent sanctionnées. Et donc voilà, je vous ai fait une petite synthèse en fait de pourquoi, si vous avez un statut de déchet, qu'est-ce que vous risquez et pourquoi, ça peut constituer un frein, parce qu'effectivement, il y a pas mal de responsabilités. Si voilà, vous respectez pas les obligations réglementaires, que ce soit de caractérisation, de traçabilité, est-ce que vous le faites mal ou que vous le faites pas, il y a des sanctions administratives d'abord. Donc l'administration peut vous mettre en demeure, peut vous infliger des amendes, peut vous assortir ces mises en demeure d'astreintes et d'injonctions, peut ordonner la fermeture de l'établissement. Bref, donc ça peut prendre des proportions, voilà, sachant que encore une fois, ça prend surtout des proportions quand on est sur du déchet dangereux dans la pratique. Et puis, c'est ce que je vous mentionnais à l'instant, il y a les poursuites pénales. Donc là, c'est voilà, si vous n'avez pas d'autorisation pour faire certaines préparations ou certains tri de déchets ou certains stockages de déchets sur votre site au niveau ICPE, ou alors si vous les gérez contrairement au Code de l'environnement. L'autre sujet qui est vraiment aussi important, notamment dans le cadre des synergies, c'est la question de votre responsabilité contractuelle. C'est si demain vous cédez des matières ou des produits qui ont un statut de déchet et que vous n'en informez pas votre co-contractant, vous avez un défaut d'information qui est caractérisé et du coup, potentiellement, des dommages et intérêts qui vont vous être demandés, la poursuite de la résiliation du contrat, bref. Donc, en tout cas, il y aura une faute contractuelle si vous caractérisez mal dans votre contrat et que surtout, vous n'informez pas qu'il y a un statut de déchet. Parce que forcément, vous imaginez bien qu'on va le voir après, il y a des conséquences sur toute la chaîne de valeur. Et si, par exemple, vous avez fourni à une autre entreprise des matières qui avaient un statut de déchet, qu'elle va insérer dans son processus de production ou qu'elle va revendre comme telle, qu'elle va utiliser dans des mélanges et qui n'ont été pas avertis, finalement, il y a un impact en aval où il y a un contrôle de l'administration. Voilà, c'est sa responsabilité qui va être engagée, donc elle va se retourner contre vous. Les problèmes d'assurance, donc là, c'est surtout, par exemple, ceux qui travaillent, j'ai vu qu'il y a quelques participants qui sont dans le domaine de tout ce qui est construction, justement, BTP, et qui doivent sûrement savoir, mais tout ce qui est, par exemple, réemploi dans le domaine de la construction, si vous réemployez des équipements ou des matériaux, vous pouvez, enfin, c'est pas vous pouvez, c'est les assurances se prévalent d'une exclusion de garantie décennale. Donc, il y a des vraies problématiques assurantielles si vous utilisez ou que vous cédez voilà, des matières qui ont potentiellement le statut de déchet ou voilà, qui sont circulaires, même certains matériaux qui contiennent des matières recyclées ou qui sont fabriqués à base de terre excavée. La même problématique peut se poser des exclusions de garantie. Donc, il faut être très alerte sur le sujet assurantiel à partir du moment où vous êtes quand même sur des flux qui potentiellement ont des statuts de déchets ou qui sont plus ou moins circulaires.
L'autre sujet, c'est potentiellement si vous êtes sur des produits que vous comptez exporter, vous pouvez avoir un contentieux à la douane si finalement il y avait un statut de déchet que vous n'aviez pas identifié et que finalement vous cédiez ces matières ou ces produits de l'autre côté de la frontière, même dans un autre pays européen. Il peut y avoir voilà, des différences sur les sorties de statut de déchet ou des choses comme ça. Donc, il y a un sujet douanier avec le statut de déchet qu'il faut bien anticiper aussi. Je vous ai mis aussi, il y a les questions de fiscalité, de TGAP, mais là, c'est vrai que bon, quand on passe complètement à côté, c'est rare, mais ça arrive pour certains types de traitements. Voilà, il y a de la TGAP si on essaye de contourner en passant par d'autres types d'installations. Pareil, ça peut être de la fraude à la TGAP. Et puis finalement, le dernier gros risque, c'est vous avez finalement mis sur le marché des produits qui avaient un statut de déchet ou qui contenaient du déchet. Vous pouvez avoir un retrait ou une interdiction de mise sur le marché de ces gammes de produits. Donc encore une fois, c'est des choses qui sont excessivement rares, mais juridiquement qui sont possibles. Donc il faut, encore une fois, en termes de compliance, il faut bien anticiper. Donc là, je vous ai fait un peu le tableau, la partie extrêmement anxiogène. Oui, c'est horrible, il y a un statut de déchet. Bon, bah, du coup, ça sert à rien de faire quelque chose. Et là, on va sur la partie solution. Donc, concrètement, comment on fait sur les synergies ou les projets innovants où il y a ces questions potentiellement de statut de déchet qui se posent? Comment on fait pour sécuriser juridiquement tout ça, limiter au maximum la responsabilité, limiter tous les risques que je viens de vous présenter? Donc pour ça, il y a deux façons de faire. La plus simple, c'est tout ce qui est éviter le statut de déchet, donc de vous focaliser dans vos stratégies un peu d'économie circulaire sur ces solutions-là que je vais vous présenter. Et puis après, l'autre solution, c'est quand on ne peut pas éviter le statut de déchet, qu'on travaille ou on est sur des synergies avec des matières qui ont un statut de déchet, il y a toujours la possibilité d'en sortir. Donc, on va aborder successivement ces deux types de solutions, sachant qu'encore une fois, les premières, généralement, sont vraiment à privilégier parce que sont beaucoup plus, vous verrez, beaucoup moins lourdes à mettre en œuvre. C'est plus simple. Donc, en tout cas, ça peut être des premières synergies qui sont mises en place et qui sont simples. Donc, pour éviter le statut de déchet, vous avez trois solutions. Option 1, vous vous inscrivez dans le cadre de ce qu'on appelle la prévention des déchets. Option 2, vous suivez la voie du réemploi. Et option 3, vous sélectionnez des sous-produits. Donc, je vais vous expliquer les trois options qui sont vraiment des hypothèses très différentes qui permettent d'envisager vraiment beaucoup déjà de projets. Donc, la prévention des déchets, c'est une définition qui est extrêmement large. Donc, ça va être toutes les mesures qui sont prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, ou lorsque ces mesures vont concourir à la réduction de la quantité ou de la nocivité des déchets générés. Pour vous parler plus simplement, grosso modo, la prévention, ça va être tout ce qui est, par exemple, si on se met à l'échelle complètement individuelle pour mieux comprendre la notion, c'est vous avez demain, je sais pas, vous avez dans votre placard un vieux plat, un paquet de pâtes qui date du premier confinement, et ben au lieu de le jeter, vous allez le donner, vu que la date limite de consommation n'est pas dépassée, vous allez le donner à votre voisin, par exemple, pour que du coup, il le consomme. Donc ça, c'est de la prévention. Donc à échelle industrielle ou à l'échelle voilà, d'une entreprise, ça va être tout ce qui est don des invendus à des associations que, par exemple, de lutte contre la précarité qui vont les redistribuer derrière. Ça va être la vente de stock, la vente de surplus, mais ça va être aussi des mesures plus d'éco-conception, potentiellement en interne ou qui vont permettre de retravailler une gamme pour permettre de prolonger la durée d'usage de certains composants ou pour voilà, essayer de vendre plus longtemps certains types de produits. Donc c'est assez large. Grosso modo, on va le voir après, ça peut aussi inclure des hypothèses qui sont pas des hypothèses de réemploi. Par exemple, je sais pas, moi, il y a une porte qu'on n'utilise plus, et ben on va pas la réutiliser comme chaise, mais on va la donner à disposition, par exemple, de personnes qui fabriquent des meubles à partir justement de bois qui avait un autre usage avant. Et ça, c'est du détournement d'usage, donc c'est pas du réemploi parce que le réemploi, ce serait je réutilise cette porte comme une porte, mais là, je vais
finalement arriver à valoriser quand même. Et au lieu de la mettre à la benne ou de l'envoyer au recyclage, je vais faire de la prévention de déchets et puis je vais la remettre à des personnes pour lesquelles ça peut constituer une matière première intéressante. Donc ça, c'est l'hypothèse de la prévention. Je vous avoue que Alors, c'est Elisabeth, il y a Oui, juste... oui. Pardon, il y avait une question, mais je ne suis pas sûre que... C'est Diana qui demande si les mesures concernent uniquement les producteurs détenteurs ou aussi les fabricants. Donc, je ne sais pas à quel... Ça bien concerne, en notre fait, question. quand on dit producteur ou détenteur de déchets, là, pour le coup, là, dans le cadre de la prévention, ça concerne les fabricants, ça peut être tout le monde, ça peut être des distributeurs, par exemple, justement, qui sont obligés de donner leurs invendus, ça peut être des fabricants qui ont encore du stock, ça peut être tout le monde, la prévention. Justement, c'est avant déchets, mais c'est finalement, vous êtes propriétaire de substances, de matières ou de produits, et vous faites en sorte, en fait, que ça ne devienne pas des déchets. Je sais pas si c'est clair. Merci. Merci. C'est bon. Donc la seconde hypothèse, qui est très simple, là pour le coup on la connaît tous parce que c'est le marché de l'occasion, c'est le réemploi. Donc c'est pour tous les objets qui peuvent avoir une seconde vie avec un usage identique. Donc là en l'occurrence, on est dans l'hypothèse où c'est plus, par exemple dans la cuisine, je sais pas, j'ai utilisé un sachet de thé ce matin, je l'ai laissé de côté, bah, je le réutilise l'après-midi. Bon, il a moins de goût, mais c'est pas grave. Bon, en gros, c'est vraiment cette hypothèse très simple. C'est le même objet et c'est un usage identique. Donc là, la seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est il ne faut pas justement que c'est été mélangé avec des déchets ou que ça ait transité par un site de gestion des déchets. Par exemple, si par exemple c'est des biens qui vont en déchetterie, il faut qu'il y ait un espace réemploi sur la déchetterie spécifique où ça pu être déposé. Donc voilà, le tout, c'est encore une fois ces enjeux de traçabilité. Donc le réemploi, c'est le marché de l'occasion de manière très large sur lequel énormément maintenant d'acteurs ou de distributeurs se mettent. On voit même Decathlon, là, j'ai vu, qui a lancé sa plateforme de réemploi des équipements de sport, etc. Enfin voilà, c'est cette hypothèse où il y a eu un premier usage, on recontrôle potentiellement et puis on remet sur le marché. Je vous ai mis une petite précision, si jamais il y en a, pareil, qui sont sur le secteur du BTP, mais qui doivent le savoir. Mais pour les déchets de chantier, il y avait cette espèce de flou sur est-ce qu'il y a eu statut de déchet ou pas, vu qu'il y a des enjeux de responsabilité décennale, etc. Ça tendait un peu tout le monde. Du coup, on a fait passer un amendement pour que il y ait un critère très clair. Et donc, si on parle de là, tous les matériaux, les équipements, quand vous allez faire de la réhabilitation ou de la déconstruction de vos sites, ou etc., pour que justement tous ces équipements et ces matériaux ils puissent être donnés ou vendus et être réemployés dans le cadre d'autres opérations de rénovation ou de construction. Il suffit pour ça en fait qu'il y ait une association ou un AMO un peu spécialisé, bref, un acteur du réemploi qui vienne faire un tri sur le chantier pour contrôler. Ça peut être un contrôle simplement visuel et dire voilà, ça, ce radiateur on peut réutiliser, cette fenêtre en revanche c'est dangereux parce que ça a été mal, il y a eu une mauvaise dépose, donc non, il vaut mieux la mettre au recyclage, etc. Et c'est lui qui va faire ce premier tri et qui va permettre du coup de garantir ensuite que tous ces composants de construction vont pouvoir être réemployés par la suite sans qu'il y ait de questions de statut déchet, etc. pour le maître d'ouvrage. Voilà, donc l'avantage du réemploi, encore une fois, c'est que du coup, on est hors statut de déchet. Donc, il n'y a pas de procédure de déclaration, il n'y a pas de procédure d'autorisation. Il faut se dire c'est la même chose que ce que font les brocanteurs depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Alors, on a une toute petite question. Alors, pas de déclaration, mais le client final doit-il être informé qu'il s'agit d'une seconde vie du produit? Est-ce une obligation pour le vendeur d'informer son consommateur? Oui, alors c'est indispensable En fait, pourquoi est-ce que c'est... D'abord, il y a une obligation d'information, effectivement, qui est maintenant généralisée dans tous les contrats. Donc, à partir du moment où vous concluez un contrat, par exemple, de vente avec quelqu'un, vous êtes censé l'informer de toutes les informations que vous avez, et surtout celles qui sont utiles pour votre consommateur et qui sont très importantes pour lui.
Donc, a priori, je pense que c'est important pour les personnes de savoir qu'il y a eu une première vie. Et au-delà du défaut d'information, l'autre chose que vous risquez si vous ne lui dites pas que c'est de la seconde main, c'est que notamment, ils se rendent compte qu'il y ait eu de l'usure ou qu'il y ait des défauts qui sont souvent liés au fait qu'il y a eu une première vie. Et en fait, il va venir vous dire, voilà, il y a une délivrance non conforme ou il y a un manquement à la garantie de conformité. Vous ne m'aviez pas dit. Donc, moi, en fait, je partais du principe que c'était une qualité neuve. Et donc, enfin voilà, je vous demande le remboursement ou une ristourne sur le prix. Donc, le risque, il est là. Donc, effectivement, moi, je vous conseille dans tous les cas de bien dire bien d'occasion, quoi. À chaque fois, de bien le signifier. Ok, C'est bon. ok. Euh, Pardon, merci, merci, je pense que c'est clair. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui est arrivée. Je peux t'interroger dessus Bien sûr, bien sûr. C'est encore sur le réemploi? Ouais. Ça marche. Alors justement, c'est merci, très clair, j'ai eu. Donc là, est-ce que c'est du réemploi si des fûts métalliques dans lesquels arrivent des matières premières sont une fois vidés, donnés à une autre entreprise qui va les utiliser pour collecter des déchets liquides? Est-ce que tu veux que je répète? Des fûts Non, métalliques. c'est bon. Non, Oui, alors, c'est bon. je pense qu'effectivement, c'est une très bonne question. Je ne l'ai jamais eue. C'est vrai que là, la question, c'est la question de l'usage identique. Je pense qu'à partir du moment où c'est utilisé pour, ça contient du liquide, on pourrait considérer quand même que c'est un usage identique. Après, c'est vrai que si les caractéristiques de la seconde matière sont différentes, au-delà du fait que potentiellement elle a un statut de déchet, sont très différentes, et notamment qu'il y a des impacts environnementaux, etc., plus importants, je pense que ça pose plus la question de la sécurité finalement de cet usage pour la deuxième personne. Mais du coup, je pense que c'est pas un problème pour l'entreprise qui vend ou qui donne. Parce que elle, pour elle, elle le cède en disant, voilà, vous l'utilisez. En fait, faut qu'elle le précise. Pour se dédouaner de sa responsabilité, il faut qu'elle dise, voilà, moi je vous cède, ça a servi une première fois, voilà un peu les caractéristiques et voilà l'usage. Donc c'est un bien d'occasion, c'est fait pour resservir, pour stocker ce type de choses. Alors, la suite de la question, c'était: «Doit-on tracer les flux?» Et j'ai une autre question, pour un autre exemple. Ensuite. Alors, ben, si on considère que c'est du réemploi et qu'on compte se prévaloir du statut de réemploi, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à tracer. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans une réglementation déchets où on est censé tracer. Après, je pense que ça reste indispensable, justement, si c'est donné ou si c'est vendu, justement, de démontrer quand même qu'il y a eu une cession et dans quel cadre ça a été fait, et notamment que ça a été fait dans un cadre de réemploi, avec une cession d'un bien d'occasion, voilà, qui avait une valeur évaluée à temps, etc. Donc, je pense que c'est pas forcément nécessaire d'exiger une traçabilité. Après, c'est vrai que, bon, enfin, je ne sais pas qui est le co-contractant, mais on peut prévoir une clause quand même pour qu'il y ait un engagement à ce que ce soit réutilisé pour un usage identique ou sûr pour l'environnement, ou à défaut d'être utilisé pour un usage identique, à ce que ce soit, si jamais finalement ça ne peut pas être utilisé de manière identique, à ce que ce soit géré conformément au code de l'environnement, etc. Parce que c'est vrai que si c'est pour qu'on retrouve finalement ces fûts-là, je sais pas, dans des décharges sauvages ou que c'est exporté finalement de manière plus ou moins légale et que finalement il y a des contrôles, etc. et qu'on peut remonter jusqu'au propriétaire initial des fûts, voilà, potentiellement, du coup, après, il y aura peut-être une question. Mais pour moi, ça reste quand même celui à qui on a cédé ses fûts qui choisit d'en faire cet usage-là, qui a un usage effectivement pas nécessairement identique, mais largement comparable. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait une obligation de tracer. En revanche, je pense que c'est bien de prévoir dans le contrat de cession qu'il y a une obligation d'en faire un usage identique ou à défaut de le gérer conformément au code de l'environnement, quoi. OK. Je te passe une autre question et puis, je propose qu'ensuite on avance. Il reste, pour que les gens sachent, il reste une dizaine de slides. Du coup après, vraiment on pourra, reparler d'autres cas concrets. Mais donc la question là, de Mathilde, c'est: dans le cas d'un produit qui rentre dans un process de désinfection avant réutilisation, doit-il être considéré comme du réemploi de la seconde main? Alors en fait, ça dépend quel est le statut de... Enfin, qu'est-ce que c'est ce processus de désinfection?
Mathilde, ce que je vous propose, Mathilde, c'est d'apporter des compléments à votre question et pendant ce temps-là, Elisabeth peut dérouler et on reviendra sur votre question à la fin. Mais je pense que de toute façon, voilà, c'est ce genre de cas, on peut justement prendre le temps vraiment de les approfondir à la fin pour justement qu'on puisse échanger même de vive voix pour avoir toutes les informations. Ok, on fera ça tout à l'heure. Du coup, tu peux... Merci, voilà, parfait. Alors, la dernière hypothèse pour éviter le statut de déchet, c'est de valoriser des sous-produits. Donc là, si on revient sur la métaphore de la cuisine, c'est cette hypothèse où vous achetez de la pâte brisée et vous faites des mini quiches et vous savez avec des petites découpes là pour découper des petits morceaux de pâte et à la fin il reste des morceaux de pâte qui n'ont pas été utilisés du coup dans les petits cercles pour faire la quiche et là vous refaites une boucle de pâte et je sais pas vous faites une tourte ou une tarte aux pommes. Bon, en gros c'est tous les résidus des processus de production, c'est la matière qui va rester, qui n'a pas été en fait produite intentionnellement, qui résulte vraiment qui est inévitable dans le processus de production mais qui n'est pas intentionnel et qui va parfois répondre à des spécifications techniques, parfois non, mais pour lesquels il y a un marché. Donc en fait, ces sous-produits-là, ils n'ont pas le statut de déchet s'ils remplissent 5 conditions. Donc c'est important ça de bien les vérifier et ensuite de bien les rappeler dans vos contrats quand vous allez céder ces fameux sous-produits à d'autres entreprises qui vont les utiliser, eux, dans leur processus de production parce que ça constitue une matière première pour eux. Donc les 5 conditions, d'abord, il faut que l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet soit certaine. Grosso modo, ça, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a un gain financier pour vous? Est-ce qu'il y a un contrat? Du coup, est-ce que vous avez déjà il y a un marché qui est un peu consolidé? Donc voilà, c'est un petit faisceau d'indices. On va essayer de vérifier que voilà, c'est pas des résidus qui sont censés aller à la poubelle, c'est quand même des choses qui ont une valeur ou en tout cas pour lesquelles vous avez d'ores et déjà un acheteur. Ensuite, on va vérifier que la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, l'objet de cette condition, c'est de faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de besoin d'un traitement de dépollution qui soit comparable à un traitement de déchets. Donc les pratiques industrielles courantes, ça va être du traitement mécanique pour changer la forme ou la taille. Par exemple, je ne sais pas si vous le faites avec, vous avez des fibres de carbone, des résidus de fibres de carbone, ben, ça va être potentiellement justement d'appliquer certains traitements mécaniques pour répondre à certaines spécifications techniques. Donc potentiellement ça va être ça, mais il ne faut pas voilà, qu'il y ait des traitements qui s'apparentent à du traitement de déchets, notamment pour dépolluer potentiellement ces fameux résidus de processus de production. La troisième condition, il faut que la substance ou l'objet soit produit en faisant partie intégrante d'un processus de production. Donc c'est un peu cette idée que finalement il faut que ce soit, faut pas qu'il y ait eu besoin de mettre en place un processus spécifique pour générer ces sous-produits. Il faut vraiment que ça résulte de votre chaîne de production classique et c'est inévitablement produit. Et il ne faut pas voilà, que finalement il y ait une partie aussi pareil qui sorte du site. C'est-à-dire que finalement, imaginons, on prend l'exemple des fibres de carbone, il ne faut pas qu'il y ait un intermédiaire entre vous et l'acheteur, par exemple un autre site qui va les retravailler, les retransformer, etc. Il faut directement que ça aille de votre usine à une autre usine qui va les utiliser dans son processus de production. Et puis les deux autres conditions qui sont assez logiques, il faut que ça réponde à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement, à la protection de la santé qui sont prévues pour l'utilisation ultérieure. Donc forcément, comme quand vous vendez n'importe quel produit. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de danger, il faut respecter REACH, il faut respecter CLP, tout ça. Et s'il y a besoin de fiches de données de sécurité, il faut les produire, tout ça. Et puis la dernière condition, plus globalement, il ne faut pas que la substance ou l'objet ait d'incidence globale négative pour l'environnement ou la santé humaine. Donc, si vous remplissez ces 5 conditions, vous pouvez, comme vous voulez, justement développer ce marché pour vos résidus de processus de production, trouver des partenaires qui veulent les utiliser et qui vont les valoriser dans leur propre processus de fabrication. Et il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas d'autorisation. Donc, ce qui est important, c'est voilà, de bien encadrer contractuellement, de bien vérifier au regard de la jurisprudence et puis des directives européennes qu'on remplit ces conditions.
Et puis, une fois qu'on a fait ça, on est bon. Donc ça, c'est par exemple une stratégie économie circulaire et un type de matière pour les synergies qui est vraiment à privilégier parce qu'il n'y a pas de statut de déchet, il n'y a pas de lourdeur non plus. Voilà, il n'y a pas de... Donc c'est très intéressant et souvent, ça peut être des matières sur lesquelles, comme on le disait, il y a une valeur et il y a un marché qui peut se développer. Alors là, on a une mini question pour préciser. On est bien d'accord qu'on parle il n'y a eu aucune transformation intermédiaire, c'est des sous-produits immédiatement, direct. Tout à Ça? fait. Au cours du Oui, processus de ça je crois que c'est la production. question de Mathilde. Ah, et du coup, Benjamin demandait, est-ce qu'un déchet d'un industriel actuellement considéré comme tel peut être considéré comme un sous-produit si la matière trouve preneur en respectant ces 5 conditions? Oui, tout à fait. Benjamin, vous avez eu votre réponse. Je parle Mais il y comme a Benjamin beaucoup Stoufflet, de... moi. Il y a beaucoup justement d'industriels qui vont produire certaines matières qui ont des spécifications techniques très intéressantes ou qui contiennent des minerais ou des matériaux qui sont précieux ou qui ont de la vraie valeur et justement qui développent avec notamment beaucoup de startups. C'est un écosystème où finalement des plus petits vont chercher ces résidus de production et eux vont leur trouver des nouveaux usages et vont faire des nouveaux processus de fabrication. Et donc, c'est du win-win-win. Donc, voilà, en tout cas, c'est vraiment un volet à creuser, à voir sur les processus de production, quels sont les résidus, et puis après, à essayer de dégager des marchés, de faire des partenariats, parfois qui nécessitent notamment un peu des projets de R&D pour faire émerger ces marchés et ces nouveaux usages, mais qui sont très intéressants. Et Alors, donc, oui. juste avant 2 mini-questions. L'usage peut être différent pour le sous-produit, donc j'imagine que oui, Oui, il faut une utilisation ultérieure certaine, mais pas identique. on est d'accord. Et y a-t-il aussi une notion de proximité à prendre en compte dans ce cas? Non, là, on n'est pas nécessairement, voilà, là, c'est comme de la commercialisation, ça a le même statut, le sous-produit, que n'importe quel produit. Donc là, on est quand même liberté du commerce et de l'industrie, vous faites ce que vous voulez. C'est bon, pardon, excuse-moi, c'est good. Ça marche. Bon, et donc la dernière partie, donc dans les cas où on n'a pas fait une stratégie, on a épuisé les stratégies prévention, réemploi et puis les fameux sous-produits, on peut aussi avoir un intérêt à lancer des synergies à forte valeur ajoutée, mais avec des matières qui ont bel et bien un statut de déchet, qui notamment souvent nécessitent un traitement de déchets, donc soit une opération de recyclage, soit une opération de tri préalable ou de préparation, etc., de transformation, mais qui relèvent des ICPE, notamment de déchets. Et là, si on veut réutiliser ces matériaux ou qu'on veut les céder, et il va y avoir des enjeux de sortie du statut de déchet si ensuite on veut les remettre sur le marché. Donc c'est ça, il y a deux façons de sortir du statut de déchet. Il y en a une plus simple que l'autre. On va d'abord voir celle qui est la plus traditionnelle, mais la plus compliquée. Donc, pour certains types de déchets qui vont faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation ou qui vont faire l'objet d'un recyclage, d'une valorisation, ils vont pouvoir sortir du statut de déchet et donc quelque part revenir dans le cadre du marché, pouvoir recirculer sur le marché, être vendu, être réutilisé, etc. Donc, dans ce cas-là, il y a 4 conditions qui ressemblent énormément à celles du sous-produit. Il faut que la substance ou l'objet soit couramment utilisée à des fins spécifiques. Il faut qu'il y ait une demande ou qu'elle réponde à un marché. Et il faut également qu'elle remplisse des exigences techniques aux fins spécifiques et qu'elle respecte la législation et les normes applicables aux produits. Autrement dit, tout simplement, il faut que finalement elle ressemble à un produit. Donc, et puis, il faut, comme pour les sous-produits, qu'il n'y ait pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement et la santé humaine. Donc ça, contrairement aux sous-produits, c'est pas vous qui allez les interpréter. En fait, il va falloir, quand vous voulez mettre en place une boucle, bénéficier soit d'un règlement européen qui va encadrer et qui va expliquer sous quelles conditions, notamment en termes de niveau parfois de certains seuils pour certains polluants, certaines caractéristiques techniques, certains types de contrôles, qui vont être obligatoires, certains types de registres spécifiques à remplir. En fait, vous avez un cadre
pour cette sortie explicite du statut de déchet, qui va vous permettre qu'à la sortie de votre usine, dès lors que vous avez suivi ce règlement ou cet arrêté, c'est bon, votre matière a perdu son statut de déchet et peut circuler plus largement. Donc, il y a beaucoup d'arrêtés, enfin, il n'y en a pas tant que ça parce que ça met 5 ans à chaque fois pour obtenir un arrêté, je préfère vous le dire. Si vous vous lancez demain dans ce type de sortie de statut de déchet, il faut se dire, il faut déjà avoir un consensus un peu de la filière, et puis il faut être à plusieurs pour pouvoir démontrer voilà, qu'on est capable de le faire, et puis il faut avoir un peu de temps, et puis ensuite il y aura forcément, vous voyez, un peu il y a un cadre sécurisé, donc quelque part c'est génial. En revanche, qui dit cadre sécurisé dit aussi, voilà, il y a une lourdeur dans la sortie explicite du statut de déchet, où souvent, voilà, il y a des procédures soit d'autocontrôle, soit il va y avoir des procédures de contrôle directement qui seront faites par des tiers. Donc, je vous avais mis voilà, des exemples en 2018. Il y en avait eu un, par exemple, pour la sortie de statut déchet pour les objets et les produits chimiques qui faisaient l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation. Il y en a une aussi en 2014 pour les broyades d'emballage en bois qui deviennent ensuite des combustibles pour les installations de combustion. Voilà, vous avez pas mal de boucles qui sont des boucles voilà, à un certain niveau. Il faut qu'il y ait un consensus, si vous voulez, technique pour que le ministère se mette d'accord sur les critères. Et puis, à partir de là, vous avez votre arrêté et puis votre boucle est encadrée. Et c'est vrai que ça sécurise toute la chaîne de valeur. Elisabeth, je t'interromps, je suis désolée. Alors, une réaction, mais qui du coup date un peu, je crois que c'était vraiment sur cette slide, c'était une réaction: cela ne favorise pas l'économie circulaire si l'on n'envisage pas de transformation. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour toi, si tu vois à quoi ça fait référence, sinon on en parlera tout à l'heure, de vive voix. Oui, on en parlera tout à l'heure. Je ne vois pas exactement Ok. ce cadre-là. Donc Mathilde, on en parlera tout à l'heure. Et Mathilde avait une autre question. Un déchet vers une filière REP est-il à considérer comme une sortie explicite? Un déchet. Oh, je suis désolée, tu as été interrompue un peu. Est-ce que tu peux me le refaire? Pardon. Un déchet vers une filière REP est-il à considérer comme une sortie explicite? Je comprends pas en fait. A priori, la réponse est non, mais je suis pas sûre Claire, on dit à la fin. Ouais, je pense qu'on approfondira à la fin. Je suis pas sûre de comprendre que vers une filière REP. Oui, ça reste. Oui. Ok, Mathilde, on en parlera tout à l'heure si ça vous convient. Et Anouk demande une palette donnée pour faire Vous mettez ça dans quoi? Prévention? Une palette donnée? Une palette qu'on donne à donc, un tiers pour cette palette va devenir quelle catégorie de toutes celles que tu pré. Je suis désolée, je t'ai interrompue. Je sais pas si c'est que moi, hein, mais je Ah t'entends par mince! interférence. La question d'Anouk, c'est si on donne une palette pour qu'elle devienne un meuble dans laquelle des différentes catégories que tu as présentées, ça rentre. Prévention? Oui, a priori, ça c'est prévention, oui. Ok, désolée En tout si cas, c'est compliqué. il faut Ok, s'en prévaloir, en tout cas, parce que sinon, effectivement, ça devient lourdingue. ok, ben c'est bon. Merci. Une double précision simplement sur les SSD explicites. Donc, je ne sais pas si c'était sur ça le commentaire, mais effectivement, c'est sûr que SSD explicite, c'est une usine à gaz et ça ne sert pas très très bien à l'économie circulaire parce que bon, un arrêté tous les 4 ans, ça n'aide pas. Et notamment simplement la loi AGEC qui date de l'année dernière avait permis deux nouveautés pour un peu essayer de booster ces SSD explicites. Déjà, le fait qu'avant, pour faire une SSD explicite, il fallait forcément que la matière transite par une ICPE ou par une installation IOTA. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, vous pouvez faire on peut prévoir des arrêtés de sortie de statut de déchets pour des sites qui ne sont pas ICPE. Donc, ça peut être quand même vraiment intéressant. Je pense
à des exemples, par exemple, à Mayotte, où il y a des filières de fabrication de briques de terre crue compressées à partir de terres excavées de chantiers, donc qui ont eu un statut de déchet, et qui vont transiter par des petites coopératives d'artisans qui fabriquent ces briques de terre crue compressées et qui n'ont pas de statut ICPE, mais pour autant qui pourront potentiellement essayer de se prévaloir et de développer une sortie explicite pour ce processus qui est assez ancien et qui fonctionne. Donc ça va permettre aussi le fait qu'il n'y a plus besoin de traiter par une ICPE. Il y a un arrêté depuis 2019, pareil sur les terres excavées, pour permettre aux maîtres d'ouvrage qui vont utiliser des terres excavées en aménagement par la suite de bénéficier d'une sortie de statut de déchet explicite, même si bien sûr du coup la plupart du temps ces terres-là vont pas transiter par une installation ICPE et vont simplement être amenées d'un chantier vers un autre chantier. Donc voilà, il y a ce première condition qui a sauté et qui est quand même une bonne nouvelle. Et puis je vous citais, il y avait un arrêté explicite pour les objets ou les composants d'objets qui bénéficiaient d'un arrêté de sortie de statut de déchet explicite. Et ben là maintenant il y a une procédure qui a été complètement simplifiée et qui est prévue par le Code de l'environnement et donc qui permet aussi de booster un petit peu tout ce secteur de la réutilisation où voilà, on est sur des matières qui ont acquis un statut de déchet parce qu'elles sont récupérées soit en déchetterie, soit sur des sites de tri, mais ensuite qui vont être réutilisées et ça va permettre de booster. Donc voilà, deux petites améliorations de la loi économie circulaire pour cette SSD explicite. Mais encore une fois, je ne vais pas forcément trop m'apesantir parce que c'est vraiment pas quelque chose que vous pourrez mobiliser du jour au lendemain. En revanche, ce que vous pouvez mobiliser du jour au lendemain, c'est la sortie implicite du statut de déchet. Donc ça, le statut de cette solution est un peu plus flou parce que ça vient de la jurisprudence européenne. Et puis ensuite, en 2016, vous avez le ministère de l'Environnement qui s'est dit, bon, faudrait que les DREAL puissent y voir un peu plus clair sur la possibilité pour les entreprises de faire ça. Donc on va prendre un avis, mais bon, nous, on ne sait pas trop juridiquement ce que ça vaut, c'est-à-dire a priori pas grand-chose. Et puis là, maintenant, la DGPR, ils ont produit une nouvelle note d'explication en décembre 2020 où ils ont encore un petit peu modifié. Donc voilà, c'est un peu les sables mouvants juridiquement, tout ce cadre de la sortie implicite, mais c'est une vraie opportunité là pour le coup parce que pareil, il n'y a pas de procédure contrairement à la sortie explicite où il faut que vous fassiez tout un travail de lobbying, de concertation pour mettre en place un arrêté ministériel ou voir que ce soit fait au niveau européen. Là, on est sur un processus qui ne nécessite pas de déclaration spécifique ou d'autorisation spécifique. Donc, c'est très intéressant. Donc, en l'occurrence, ça s'applique dans quel cas? C'est l'hypothèse où vous allez fabriquer des produits finis ou des produits intermédiaires. Donc, ça peut être des articles, mais ça peut être aussi des mélanges, je ne sais pas moi, du ciment, des crèmes, voilà, et qui vont être fabriqués en tout ou partie à partir de matières premières qui avaient le statut de déchet. Donc, c'est le cas où vous allez utiliser, par exemple, des matières premières secondaires, donc des matières recyclées, qui ont le statut de déchet quand elles sortent de l'installation de recyclage. Mais là, où on les réinsère dans un processus de production pour fabriquer des nouveaux produits. Donc, ça va concerner les matières qui ont, par exemple, recyclé, mais ça peut concerner des matières qui ne sont pas recyclées, qui ont subi d'autres traitements dans des installations de déchets. Ou alors, ça va, par exemple, concerner les terres excavées qui ont un statut de déchet ou voilà, des déchets de chantier divers et variés. Voilà, ça peut concerner beaucoup de types de gisements qui ont un statut de déchet et donc on va utiliser comme matière première secondaire. Donc, en revanche, il y a des conditions la principale qui était assez handicapante parfois, mais qui peut être facilement contestée, ou en tout cas qui mérite d'être remise en question, mais pour l'instant qui est rédigée telle quelle, c'est que la DGPR et les DREAL, quand elles vont contrôler si vous faites de la sortie implicite du statut de déchet, elles vérifient pour elles le bon critère, c'est si vous faites ça dans une ICPE dont la rubrique comprend les termes production de, fabrication de, préparation de, élaboration de, transformation de ou des termes similaires qui sont liés à des activités de production.
Donc, c'est un critère un peu absurde qui n'a pas de fondement dans la jurisprudence européenne. Donc, personne ne va contester. Mais si demain, il y avait une difficulté et que c'était contesté, il y aurait matière à argumenter a priori que voilà, ce critère n'a aucune valeur. Mais en tout cas, il est a priori, je pense qu'il faut le respecter tant que la DGPR va probablement revenir dessus. Elle a annoncé j'ai été à un événement il n'y a pas longtemps, elle a annoncé, donc elle va probablement revenir dessus. Mais pour l'instant, je vous conseille de vous y tenir. Donc, faut que votre opération elle se passe donc, dans une ICPE où il y a les bons termes dans la rubrique. Donc, allez revérifier ça. Et puis, l'autre condition, c'est si, en l'occurrence, les produits finis ou les produits intermédiaires, c'est des substances ou des mélanges de substances, la condition, c'est qu'il faut que ce soit similaire à la substance ou au mélange qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. Donc là, pour le coup, pareil, on peut tolérer des impuretés, mais il faut quand même qu'on se rapproche de quelque chose qui ressemble vraiment à une substance ou à un mélange voilà, qui a pas été complètement altéré. Donc il faut quand même bien, on parle quand même de processus où les gisements qui sont sélectionnés, on est sur une parfaite caractérisation, une parfaite traçabilité, et on sélectionne voilà, des matières soit recyclés, soit voilà, qui permettent d'atteindre quand même une qualité spécifique. Et puis, bien sûr, pour que votre sortie implicite elle soit validée par l'administration en cas de contrôle, il faut bien que vos produits finis ou vos produits intermédiaires respectent les règlements REACH et CLP. Mais ça, comme vous l'auriez fait de toute façon pour tous les produits qui vont sortir de vos usines ou de vos sites de production de manière plus générale. Voilà. Donc Alors, voilà. j'ai deux petites questions là-dessus, Elisabeth, désolée. Vas-y, Donc, vas-y. du déchet de bois B remis dans des panneaux de particules aurait donc un statut sortie explicite? A priori, plutôt sortie implicite, je pense. Sauf s'il y a un arrêté, Pardon, justement, oui, pour sortie absolument. explicite. Oui, a priori, oui, oui, tout à fait. Non, non, excuse-moi, il y a bien implicite. Ok, donc Anouk, tu as ta réponse. Et autre question, par exemple, des déchets plastiques qu'on revalorise en plastique, sortie implicite. Encore une fois, sous réserve que ce soit fait dans le cadre d'installation et que justement le plastique qui en ressort soit similaire au plastique qui aurait pu être produit sans les statuts de déchets, oui, c'est possible. Super. C'est bon. Et de toute façon, dernière slide, et Alors, puis pour comme ça, on va... information, Oui, ah, oui, voilà. on disait la même Non, chose. c'était pour indiquer qu'effectivement, c'était la dernière slide là-dessus. Et après, il y a un dernier focus et après, ce sera les questions. Donc, je pense qu'il y en a encore pour 10 minutes. Voilà, dernière slide en l'occurrence. Donc simplement, vous résumez le bon raisonnement à avoir quand vous vous lancez dans les démarches d'économie circulaire où vous voulez mettre en place la synergie. Donc, bien sûr, le premier réflexe, statut de déchets. Donc, vous qualifiez vos flux et vos gisements. Vous vérifiez que vous rentrez dans une des hypothèses qui permet d'éviter ou de sortir du statut de déchets. Et vous sélectionnez bien vos fournisseurs et vos contractants en fonction. Donc, vous identifiez bien ce dont il s'agit, de qui il s'agit, pour que, voilà, s'il y a des enjeux de traçabilité ou des conditions à respecter pour en sortir, vous puissiez être à même de démontrer que tout est respecté. Après, la deuxième étape, bien sûr, c'est de faire toutes les déclarations ou les demandes d'autorisation qui seraient nécessaires auprès des administrations compétentes. Donc, en l'occurrence, par exemple, s'il y a du statut de déchet, il faut vérifier voilà, que les personnes à qui vous les remettez ont les autorisations et les déclarations nécessaires. Si jamais il y a des exports, pareil. Et puis, voilà, si par exemple, vous faites une SSD implicite et que vous allez stocker des matières qui ont un statut de déchet sur votre site de production, l'administration exige que ce stockage soit déclaré comme un stockage de déchets. C'est-à-dire que vous, quand ça arrive sur votre site ICPE, faut quand même, si jamais vous dépassez certains seuils, voilà, déclarer à l'administration que vous allez utiliser ces matières et que du coup, vous allez stocker pendant un certain temps un certain volume, etc. Donc, il faut faire potentiellement les déclarations ICPE nécessaires si vous utilisez ces matières premières secondaires. Ensuite, bien sûr, comme je vous le disais, toutes les autres installations sont des installations de production, etc. Il n'y a pas de modification. Mais en tout cas, si vous décidez d'utiliser des matières premières secondaires, il peut y avoir cette petite déclaration ICPE supplémentaire à faire. Et puis ensuite,
Il y a toute la question des process. Donc ça, mettez en place les process de qualité, de contrôle et de traçabilité qui sont obligatoires. Si vous n'avez rien qui est obligatoire parce que vous êtes dans une hypothèse où il n'y a pas de statut de déchet, de toute façon, mettez en place des process nécessaires et proportionnés au regard de la sensibilité des flux et puis des matières qui sont gérées, quoi. Pour de toute façon vous dédouaner, vous garantir au niveau contractuel, assurantiel, etc. Et du coup, ce qui me permet d'enchaîner sur le dernier point, le volet contrat. Et du coup, il faut bien se dire que ça arrive tout à la fin, le contrat. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, rédigez bien vos contrats en fonction de cette boucle et de tous les enjeux que vous avez pu identifier au niveau réglementaire. Et puis, faites bien attention à votre obligation d'information vis-à-vis de votre co-contractant. Donc, bien lui expliquer dans quel cadre vous êtes. Si vous êtes dans le cadre d'un sous-produit, le rappeler en préambule. Et puis, insérer des causes pour garantir le respect des réglementations, notamment le respect du code de l'environnement. Si jamais vous avez un doute sur le fait que ça va justement pas être utilisé comme ça devrait, ou va y avoir un usage différent, ou que potentiellement ça va être revendu derrière. Voilà, bien mettre des causes pour vous garantir si jamais il y a le moins de problèmes en aval de la chaîne. Parce que comme on disait tout à l'heure, si jamais on venait à caractériser un statut de déchet, tous les producteurs et détenteurs successifs, dont vous potentiellement, pourraient voir la responsabilité engagée. J'ai une petite question. Elisabeth, excuse-moi, si nous avons récupéré des déchets pour leurs besoins, par exemple du textile pour fabriquer des sacs, devons-nous tracer? Alors, je vais lire la question, je pense, parce que malheureusement, comme ton micro coupe, je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Pardon. Alors, si nous autorisons les associations à venir récupérer des déchets pour leurs besoins, devons-nous tracer? Alors, en l'occurrence, si vous considérez que c'est des déchets, oui, vous devez tracer. Après, je ne sais pas quels sont finalement le textile. Est-ce que finalement, c'est soit potentiellement, ça peut être de la prévention, ça peut être aussi du réemploi, ou ça peut être même du sous-produit. Je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est nécessairement des déchets. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, pour pas se tirer une balle dans le pied, ce qui peut être bien, c'est justement de faire un bon de donation, une attestation de donation, et pas un bon de remise de déchets, par exemple. Donc, bien caractériser et bien exclure ce volet, sachant qu'en plus, je pense que ces matières, si vous êtes avec les bonnes associations, en plus, potentiellement, elles peuvent vous faire des reçus fiscaux pour que vous puissiez, la valeur potentiellement de ces matières, vous puissiez déduire une partie, même si j'imagine que pour le textile, ça ne doit pas représenter énormément, mais voilà, ça peut être valorisé différemment, quoi. Après, si vous voulez considérer que voilà, c'est du déchet, mais je pense que c'est problématique potentiellement pour les associations ensuite, voilà, qui, je ne sais pas quels sont leurs process et s'ils peuvent voilà, démontrer qu'ils font bien de la préparation en vue de la réutilisation pour bénéficier d'une une sortie simplifiée du statut de déchet pour les sacs après ou ce qu'ils vont vendre. Mais je pense que pour du textile, en l'occurrence, ce qui se fait généralement, c'est qu'on ne met pas de statut de déchet, quoi. Tout simplement, on considère qu'il n'y en a pas. Y a-t-il... Pauline, je prends les questions au fur et à mesure, ça te va? Oui, oui. Existe-t-il des infos à mettre sur un bon de donation ou de vente? Alors, en l'occurrence, il faut bien distinguer le don et la vente. C'est pas du tout les mêmes responsabilités et pas du tout les mêmes enjeux. Donc, un bon de donation, une liste d'infos. Bah, d'ailleurs, je me demande si ça fait pas partie, ça fait partie des choses qu'on voit dans le deuxième webinaire, non, Pauline? Oui, 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 oui. Voilà. En Bah, fait, ce que j'ai pas dit en intro, c'est qu'effectivement, là, c'est la première session d'un cycle juridique. Donc là, c'est le statut de déchet. Le prochain, en mai, je crois, est sur les questions, bah, tu le sais autant que moi, Elisabeth, sur comment est-ce qu'on peut prêter et donner, d'ailleurs, je crois. Et la troisième session, qui est plus en septembre, est sur les questions de mutualisation. donc, à cette Donc, occasion, voilà. bon, je sais pas.
on a fait des listes par type de contrat sur les bonnes mentions. Attention, bien mettre ça, ne pas mettre ça. Donc, on verra en détail. En tout cas, sur les bons de donation, pour résumer, vu qu'il y a beaucoup moins d'enjeux, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de responsabilité spécifique pour le donateur. Ce qui est important, c'est surtout que le bon de donation soit signé par les deux parties pour que le don ne puisse pas être mis en cause. C'est-à-dire que celui qui donne et celui qui reçoit attestent qu'ils sont d'accord pour cette remise. Et puis, voilà, bien établir qu'il y a eu une remise en main propre, caractériser les biens qui sont remis, voilà, bien lister ce que vous avez donné. Et puis, c'est à peu près tout. En revanche, la vente, je ne rentre pas dedans. Il y a beaucoup de choses à prévoir et il faut faire beaucoup plus attention. Ok, alors Mathilde revenait sur ce qu'elle demandait tout à l'heure sur la filière REP. C'est pas beaucoup plus clair pour moi parce que je pense qu'on voit bien ce que c'est filière REP. Est-ce que Mathilde, vous voulez prendre la parole oralement peut-être? Moi, Ce serait plus simple pour expliquer. j'ai Oui, Oui, allez-y. ouais, en fait, la question, elle est davantage sur des déchets aujourd'hui qui sont collectés par des filières REP. Très clairement, chez nous, Écomobilier, donc qui est un éco-organisme, est-ce que ces déchets qui sont gérés donc par des filières REP, qui sont voilà, soumises à certaines exigences, obligations, sont considérés comme des déchets pour nous? Je pense que oui, surtout que quand ils font la collecte, à mon avis, c'est des collecteurs justement de déchets qui sont déclarés comme tels. Après, je pense que vous, oui, il faut maintenir dans le registre, à partir du moment où c'est collecté par un éco-organisme, c'est du déchet. Enfin, a priori, moi, j'ai jamais vu le cas où justement on fait un bon de donation à un éco-organisme. Après, je sais que dans la pratique, les éco-organismes derrière font des arbitrages et qu'il y a toute une partie justement, notamment pour le mobilier, qu'ils arrivent à valoriser sans justement auprès de certains types d'acteurs pour que ce soit réutilisé, préparé en vue de la réutilisation, etc. Mais globalement, à partir du moment où on remet un éco-organisme, on part du principe que c'est un déchet. Donc vous, voilà, dans le registre de suivi, il faut les identifier comme tel. Dans tous les cas, on a un suivi et tout est enregistré, bien évidemment. Voilà, et puis c'est vrai que l'avantage des éco-organismes, c'est aussi cette garantie. Les éco-organismes opérationnels, c'est quand vous leur remettez, normalement, eux aussi, ils vous garantissent une certaine traçabilité. Donc c'est quand même, ça reste une solution de facilité, mais qui reste une bonne solution, surtout si les éco-organismes, et ça dépend pas de vous, ont des bons objectifs en termes de prévention, de réemploi, de réutilisation, de soutien de certaines filières. En fait, c'est win-win aussi, quoi. Parce que vous payez déjà souvent les éco-contributions, donc c'est un service du coup qui est quand même intéressant et qui est bien géré. Et on est sûr que c'est bien géré. Donc en termes de responsabilité, ça reste une bonne solution. Merci. J'en profite juste. Armel vous a mis une copie d'écran pour les dates des sessions suivantes. Voilà, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, sachant que du coup les suivants sont payants sauf pour les membres de l'ADEC. Mais je pourrais vous en redire deux mots tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait une question, ce don est-il valable si les textiles sont usagés? Et la réponse est oui, et c'est l'option du réemploi. Il n'y a pas de souci, hein. Ça n'en fait pas des déchets. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est vraiment la partie question là, donc n'hésitez pas. Vous n'avez pas hésité d'ailleurs jusqu'ici, mais si vous n'avez pas des questions juridiques, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui mériteraient d'être un peu approfondis dans la même lignée? Et sinon aussi, Elisabeth, je te laisse dire comment on peut te contacter, oui, si jamais certains d'entre vous voulaient approfondir. Excusez-moi, Laurent Depuis, je suis avocat à Toulouse. Je voulais juste poser une question juridique à Elisabeth Gello. Vous avez évoqué tout à l'heure sur la question du réemploi dans le BTP. Effectivement, les freins aujourd'hui assurantiels en termes de responsabilité. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même des avancées dans cette matière au niveau des contrôleurs techniques, peut-être, ou est-ce que vous avez des précisions sur ce point? Bonjour confrère. On est entre nous, on va avoir nos conversations de geek. Oui, alors en fait, si vous voulez, moi, le retour que j'ai sur le réemploi dans la construction, je travaille beaucoup sur ce sujet
la vie a fait que je me retrouve, c'est assez étonnant, à travailler beaucoup sur ce sujet avec notamment les architectes. Et le retour que j'ai, c'est que il y a notamment ce qui s'était mis en place jusqu'à maintenant, c'est que pour rassurer les assureurs et pour obtenir justement une extension de garantie, il fallait se maquer avec un bon bureau de contrôle qui allait justement qualifier les matériaux et allait donner un avis positif. Et à partir de là, les assureurs étaient OK pour suivre et parfois même sans surprime. Sachant qu'on parle quand même souvent de seconde œuvre et rarement d'éléments structurels très importants, hein. Il y a peu d'exemples. Voilà. Et après, l'impression que j'ai, moi, ce que j'ai un peu suivi, c'est qu'avec ESSOC 2, qui va nous faire les attestations d'effets équivalents, l'objectif, c'était notamment, on a eu peu de retours d'expérience sur le permis d'expérimenter avec le réemploi. Je crois qu'il y en a eu un. Et j'ai même pas réussi à avoir les conclusions, donc je pense que ça a été très laborieux. Mais je pense que les attestations de solutions d'effets équivalents qui vont maintenant être prévues par le Code de la construction et qui donnent bien le cadre justement sur comment est-ce qu'on peut justement faire attester du fait que les matériaux permettent d'atteindre les mêmes résultats que des matériaux normés avec un marquage CE, etc. et permettent de respecter les contraintes et les objectifs du Code de la construction et justement qui passent par les bureaux de contrôle où ça va être généralement des contrôleurs techniques qui vont avoir cette fameuse mission d'attester. Et donc, je pense que j'ai l'impression que ça pourrait débloquer des choses. Après, je ne sais pas si vous avez regardé un peu comment ça s'organise. C'est un peu lourdingue. C'est quand même une usine à gaz. Donc, je pense que autant il y a pas mal de bureaux de contrôle que je connais qui sont déjà tout excités de se positionner sur ce sujet pour travailler sur ce type de projet. Autant je pense qu'en fait, il va falloir maintenant avoir 2 experts indépendants parce qu'il y a l'attestation de solution d'effets équivalents au début et puis il y a celle à la fin Oui. du chantier. Donc, je pense qu'en fait, ça va rester pour des énormes projets. Donc, je ne pense pas qu'on va arriver à lever tous les freins. Voilà. Sachant que le vrai problème, c'est que j'avais été à une réunion avec des assureurs voir un peu leur positionnement, ce qu'ils étaient prêts à concéder ou pas. Et eux, ils vont pas bouger. Donc, je pense qu'à moins qu'on obtienne une avancée réglementaire ou un rappel à l'ordre des assureurs pour leur dire qu'il faut quand même couvrir, je pense que ou une avancée réglementaire pour leur interdire de nous mettre des surprimes ou de refuser de couvrir quand il y a du réemploi dans les projets de construction, je pense qu'on va avancer très lentement. Mais en tout cas, si vous avez besoin de contacts, si jamais vous, sur des projets de vos clients, vous avez besoin de contacts de bureaux d'études techniques, ou il y en a un que je connais qui est fort sympathique et qui, depuis le début, travaille un peu sur ces sujets. Donc, je vous enverrai les coordonnées si vous voulez échanger avec lui. D'accord, je vous remercie, puisque moi je travaille avec des architectes aussi dans la région, mais ces problématiques vont devenir, je pense, assez présentes. Même si la filière est en train de se structurer, pour l'instant c'est effectivement une usine à gaz. Ouais. Mais merci, consoeur. N'hésitez pas à m'écrire pour qu'on échange, hein, si on travaille tous les deux sur le sujet, ce sera bien de... Je vous écrirai, je ne veux pas monopoliser le temps de parole, je vous écrirai. Ok. Ça marche, Merci. bonne soirée, merci. Ah ben, on voit la construction de liens entre Lyon et Toulouse, c'est formidable. Nous, en venant d'Angers. Est-ce que du coup, certains d'entre vous auraient d'autres questions? Elisabeth, peut-être oui, comme je proposais tout à l'heure, tu peux, voilà, on voit tes coordonnées à l'écran, mais comment ça se passe si quelqu'un a une question? Oui, bah voilà, n'hésitez pas à me contacter ou à m'appeler. Il y a mon numéro de téléphone portable pour discuter sur des questions auxquelles j'ai répondu rapidement. Mais enfin, encore une fois, sans connaître tous les éléments, parfois c'est plus compliqué. Donc voilà, si vous avez besoin d'échanger rapidement, n'hésitez pas à m'appeler. Et puis après, voilà, s'il y a des projets plus complexes où il y a vraiment besoin justement d'ingénierie juridique pour boucler la boucle, bah voilà, n'hésitez pas à me contacter, à m'expliquer tout ça par mail, et puis on verra ce qu'on peut faire. Très bien. On avait dit jusqu'à 18h30 au grand max, donc on a un petit peu de temps si jamais il y avait des questions, mais j'ai l'impression que tu as fait l'unanimité, Elisabeth, en termes de pédagogie.
Je te remercie encore beaucoup. Et comme on l'avait dit au début, j'espère que vous m'entendez, on va renvoyer le support d'Elisabeth à tous les participants, éventuellement le lien du replay. N'hésitez pas à réagir même après quand on vous aura envoyé le mail, si vous avez d'autres questions ou des réactions. Nous, on a un grand programme cette année à la CCI avec plein de rendez-vous comme ça sur plein de thèmes. Donc, à la faveur de vos retours, on peut l'agrémenter, rajouter des choses pour l'année prochaine, etc. Merci à vous encore du coup. Et à très bientôt. Et donc, vous avez vu le message d'Armel qui vous met les dates pour les autres sessions, pour vraiment approfondir ces questions juridiques, pour faire en sorte que les entreprises puissent d'autant plus facilement aller dans le sens des synergies, de l'économie circulaire, etc. Donc, on vous renverra des informations évidemment sur ces sessions. Merci beaucoup, Elisabeth. Et bonne soirée à tous et puis peut-être à la prochaine session. Oui, c'est un rendez-vous régulier. Au revoir à tous. Au revoir.